Imaginons un instant un gars qui capte l'attention absolue de toute une nation. Genre vraiment des foules immenses qui se déplacent dans le désert juste pour l'écouter parler. Ouais, une vraie rockstar de l'Antiquité, en fait. C'est ça. Et du coup, les autorités les plus puissantes de l'époque, qui sont sans doute impressionnées et probablement un peu inquiètes aussi, elles envoient une délégation officielle. Et elles lui posent une question super simple, c'est Qui es-tu? voilà, qui es-tu? Et là, face à cette opportunité en or massif de revendiquer le pouvoir, de lister ses titres, de s'imposer comme le leader ultime, enfin on s'attend tous à ce qu'il prenne la couronne, quoi. Grave. Surtout avec un public pareil. Mais cet homme, il regarde la délégation et il commence par dire ce qu'il n'est pas. Il refuse carrément la gloire. Il s'efface de manière totalement délibérée. C'est quand même un des retournements de situation les plus fascinants de l'histoire ancienne. C'est clair. Et c'est un comportement qui, pour le coup, défie complètement notre logique moderne. Parce qu'aujourd'hui, on nous apprend, dès le plus jeune âge, à construire notre identité comme on construit une marque. Ouais, la fameuse marque personnelle, le personal branding. Exactement. On empile les compétences, on soigne notre image publique sur les réseaux, on cherche toujours à occuper le centre de la scène. Donc, voir une figure historique majeure faire exactement l'inverse, c'est profondément déstabilisant. Ah oui, c'est presque choquant même. Tout à fait. Et ça soulève une question fondamentale. Pourquoi quelqu'un choisirait sciemment de ne pas être le héros de sa propre histoire? C'est précisément ce paradoxe qui est au cœur de notre exploration en profondeur aujourd'hui. On va se pencher sur une analyse qui est tirée d'une émission nommée Trajectoire. Une émission super intéressante d'ailleurs. Ouais, vraiment. Et dans cette source, les intervenants, donc David, Sarah et Myriam, ils ont décortiqué un document historique très spécifique. C'est le premier chapitre de l'Évangile selon Jean, les versets 19 à 34 pour être précis, qui relate justement cet interrogatoire de Jean-Baptiste. C'est la fameuse scène du désert. C'est ça. Et l'objectif de notre discussion, là, c'est pas du tout de faire un cours d'histoire magistrale, hein. C'est plutôt de comprendre comment la réponse de ce gars à une simple question d'identité, elle offre un miroir assez brutal sur notre époque. Un miroir très révélateur, ouais. Parce qu'on parle ici de la pression de la performance, du besoin viscéral qu'on a d'être validé en permanence, et de ce que ça veut dire de vraiment réussir sa vie quand on arrête d'essayer d'en être le centre absolu. Et pour bien saisir l'ampleur du geste de Jean-Baptiste, le cadre de cette scène est crucial. La source insiste bien là-dessus. La délégation qui est envoyée depuis Jérusalem, c'est pas des touristes, hein. Non, c'est pas de la simple curiosité. Pas du tout. Ce sont des chefs religieux, des politiciens de l'époque. En gros, l'élite. Il voit un mouvement de masse se former autour de lui. Et dans l'esprit de ces autorités, quelqu'un qui rassemble autant de monde a forcément un agenda politique caché ou messianique. Ils ont peur d'une révolution, quoi. C'est exactement ça. Ils s'attendent à ce qu'il se déclare roi ou prophète ou sauveur. En fait, ils ont besoin de le catégoriser pour pouvoir le contrôler. Et c'est là que la réponse de Jean-Baptiste, elle prend tout le monde à contre-pied. Les notes de l'émission Trajectoire soulignent vraiment cette dynamique. Au lieu de sortir son CV ou de s'inventer un statut, il commence par la négative. Ouais, il dit direct ce qu'il n'est pas. Voilà, il déclare sans aucune ambiguïté, je cite, « Je ne suis pas le Christ ». Il aurait totalement pu jouer sur les mots, tu vois, laisser planer un petit doute stratégique pour garder son influence. Faire un peu de teasing, comme on dirait aujourd'hui. Carrément. Mais non, il ferme la porte à la gloire suprême avant même qu'on ait fini de la lui proposer, en fait. Ce qui est fascinant, c'est que le pouvoir de se définir par la négative, c'est très sous-estimé. Psychologiquement parlant, hein, savoir ce qu'on n'est pas, ça demande une force de caractère colossale. Ah oui, c'est beaucoup plus dur de dire non. Parce que la plupart des gens se laissent définir par les attentes extérieures. Si on te traite comme un leader, tu finis par adopter la posture du leader, même si au fond, c'est pas du tout ton rôle. Le fameux syndrome de l'imposteur qui pointe le bout de son nez. Exactement. Mais Jean-Baptiste, lui, il démontre une immunité totale à cette pression sociale. L'analyse de la source montre qu'il n'est pas en quête de reconnaissance. Il est habité par une mission ultra spécifique. Et s'approprier un titre qui ne lui appartient pas, même pour de très bonnes raisons, ce serait détruire cette mission. Si on fait une analogie pour bien mesurer l'absurdité de la chose à notre époque, c'est frappant. Imaginons un instant un gros influenceur actuel, quelqu'un avec genre des millions d'abonnés sur les réseaux, qui lance une tendance mondiale. Le genre de personne que tout le monde s'arrache. Voilà. Et là, les plus grandes marques lui proposent un contrat faramineux, la couverture d'un grand magazine, l'occasion en or de devenir l'égérie d'un mouvement global. Le gars organise une conférence de presse, tout le monde retient son souffle, et là... Il dit non. Et là, il prend le micro, et il dit « Ne me regardez pas ».
je suis pas la star, je suis pas du tout celui que vous croyez. Enfin, c'est un suicide médiatique pur et simple. C'est clair. C'est littéralement fuir la lumière des projecteurs, à l'instant même où elle est braquée sur lui. Et le contraste avec l'économie de l'attention dans laquelle on baigne tous aujourd'hui, il est juste total. Notre époque, elle est régie par ça, par la capture de l'attention. C'est le nerf de la guerre. Ouais, être vu, être validé, obtenir des likes, l'approbation d'une audience, c'est carrément devenu la monnaie d'échange de notre valeur personnelle, en fait. On est dans une culture d'autopromotion permanente. L'anonymat, c'est perçu comme un échec pur et simple. C'est le pire truc qui puisse t'arriver, d'être invisible. Et le texte, tel qu'il est analysé dans nos sources, il nous présente un individu qui refuse catégoriquement d'entrer dans cette matrice-là. Et attention, l'émission précise bien que c'est pas de la fausse modestie, hein. Ah non, c'est pas du genre oh non, je suis pas si génial que ça. Pas du tout. C'est pas non plus un manque de confiance en lui. C'est une clarté d'esprit absolue quant à sa place dans l'ordre des choses. Mais justement, cette clarté d'esprit, moi, ça me pose un énorme problème. Enfin, ça soulève un paradoxe qui me semble presque insoluble pour le coup. Lequel ? Si on refuse la première place, si on se définit d'abord par ce qu'on n'est pas, sur quoi on se base pour avoir de l'estime de soi? On est quand même biologiquement et psychologiquement programmé pour affirmer notre existence, non? Oui, c'est l'instinct de base. Du coup, comment ce Jean-Baptiste y définit sa propre valeur si c'est ni par ses réussites, ni par cette foule immense qui l'acclame? C'est la question centrale. Et la réponse, elle se trouve dans une métaphore qui est très puissante, qui est discutée dans le décryptage de trajectoire. Sarah, l'une des intervenantes, elle résume la posture de cet homme avec une phrase qui marque vraiment les esprits. Elle dit « Beaucoup veulent être le centre, alors qu'ils sont appelés à être un pont ». Un pont? Ok. L'idée centrale ici, c'est que la valeur d'un individu ne provient pas forcément de sa propre personne en tant que destination finale. D'accord, je vois. Sa valeur, elle peut résider entièrement dans ce qu'il permet de relier, dans la personne ou la chose qu'il a pour mission de révéler au monde. Ok, alors je comprends bien l'image du pont, tu vois, poétiquement parlant, c'est très beau, mais très honnêtement, c'est profondément contre nature. Toute notre vie, on nous répète qu'on doit être le personnage principal de notre propre récit, quoi. Le héros de sa propre vie. C'est ça, qu'on doit bâtir notre propre empire, même si c'est un tout petit empire. Donc, dire à quelqu'un qu'il n'est qu'un simple pont sur lequel les autres vont marcher pour aller quelque part d'autre, ça ressemble à un effacement de soi. Je comprends tout à fait pourquoi ça bloque. Ça a un côté presque masochiste, je trouve. Est-ce qu'on risque pas de se dissoudre complètement, de perdre toute notion d'identité en refusant d'être le centre de son monde? C'est une résistance super classique, et d'ailleurs l'émission en parle. C'est compréhensible parce que ça touche directement à notre instinct de survie sociale. On a tendance à assimiler le fait de ne pas être au centre à une forme d'invisibilité totale, voire de mort sociale. Bah oui, si t'es pas le centre, t'es le décor. Sauf que, regardons un peu l'alternative dans laquelle on vit en ce moment. Cette injonction permanente à être le centre, à devoir maintenir une marque personnelle irréprochable. Le fameux personnel branding de tout à l'heure. Exactement. Devoir performer tout le temps pour justifier sa place, ça engendre une fatigue psychologique qui est sans précédent. Les taux de burn-out, d'anxiété de performance, le syndrome de l'imposteur dont on parlait, tout ça, ça découle directement de cette pression écrasante de devoir être la destination ultime de tout. Ah ouais, vu comme ça. Alors qu'être un pont, au contraire, ça libère de cette charge-là. Attention, la source précise bien qu'un pont, ça doit être solide, ancré, ça a une ingénierie complexe, hein. C'est pas un paillasson sur lequel on s'essuie les pieds. C'est pas être passif. Voilà. Mais sa fonction première, c'est pas d'attirer l'attention sur lui-même, c'est de permettre le passage. Et ça change tout. Donc si je te suis bien et si je résume l'analyse, se voir soi-même comme un vecteur plutôt que comme un point d'arrivée, ce serait l'antidote parfait à l'épuisement moderne. C'est exactement l'idée avancée. J'ai plus besoin de prouver que je suis le meilleur, je dois juste m'assurer que je remplis bien ma fonction de transmission, quoi. C'est une forme de libération par le détachement. Mais attends, il y a un truc. Si l'identité de Jean-Baptiste, ça consiste à être un pont, un passage, logiquement, il faut que ce passage mène quelque part, non? Bien sûr. Parce qu'un pont qui mène nulle part, c'est juste un ponton, en fait. Et c'est là qu'on arrive au point culminant du texte source. Le récit y bascule complètement au moment où Jean-Baptiste identifie enfin ce vers quoi il pointe. Il voit Jésus s'approcher de lui, et là il prononce une déclaration qui est vraiment la pierre angulaire de tout ce chapitre. Et il dit quoi? Il dit
Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Et c'est à ce moment précis que la fonction du fameux pont s'accomplit. Bon, alors là, il faut vraiment qu'on s'arrête 2 secondes sur cette expression, parce que honnêtement, pour un esprit du 21e siècle, c'est extrêmement cryptique. L'agneau de Dieu? C'est vrai que ça demande un peu de contexte. Bah oui, parce qu'aujourd'hui, un agneau, c'est une petite pluche, c'est le symbole ultime de la vulnérabilité, de la douceur un peu naïve. Si on cherche un leader, un gars censé sauver le monde, pourquoi choisir l'image d'un animal aussi inoffensif, voire faible, hein? Franchement, en matière de relations publiques, c'est le pire choix possible. C'est sûr que si on plaque nos conceptions modernes de la puissance là-dessus, ça n'a aucun sens. Mais les intervenants d'émission, ils nous invitent à faire une immersion totale dans la matrice culturelle et religieuse du 1er siècle. Donc on oublie la pluche. On oublie complètement. Pour le public juif qui écoute Jean-Baptiste dans le désert, à ce moment-là, l'agneau, c'est pas du tout mignon. C'est l'animal du sacrifice par excellence. Ah, d'accord. Le rituel sanglant. Exactement. Depuis des siècles, cette société-là fonctionne avec un système sacrificiel qui est super complexe, notamment pendant la Pâque juive ou le jour de l'expiation. L'agneau, c'est l'élément central d'un rituel dramatique dont le but spécifique est d'absorber la faute de toute la communauté. C'est un moyen de purger la dette, en gros. Voilà, il s'agit de rétablir un équilibre qui a été brisé. Donc, en employant ce terme très très spécifique, Jean-Baptiste n'annonce pas du tout un roi guerrier qui va sortir les épées et chasser les Romains. Il annonce le sacrifice ultime, celui qui est censé résoudre définitivement le problème fondamental de la culpabilité humaine. Ok. Laisse-moi essayer de visualiser la mécanique de ce transfert. Parce que le concept de sacrifice, d'égorger un animal pour expier des fautes, c'est quand même très, très éloigné de notre quotidien, hein. C'est sûr, c'est une autre époque. Vas-y, je t'écoute. Imaginons l'installation électrique d'une immense maison, avec des dizaines d'appareils branchés en permanence. Tout tourne à plein régime. Ok, je vois le tableau. Et soudain, il y a une anomalie sur le réseau. Une surtension colossale. Si cette énergie destructrice, elle traverse tout le circuit sans filtre, elle va faire exploser le frigo, la télé, et potentiellement, toute la maison va prendre feu. Catastrophe totale. Sauf que dans le tableau électrique, on a installé un disjoncteur. Et le rôle unique, la seule raison d'être de ce disjoncteur, c'est de détecter la surcharge, d'encaisser le choc frontal et de sauter. Il se grille, il se sacrifie d'une certaine manière pour bloquer la surtension. Et le reste de la maison est sauvé. Voilà, la maison reste intacte parce que tout l'impact a été absorbé à un seul point précis. Est-ce que cette idée théologique d'agneau de Dieu dans le texte, ça fonctionne un peu sur cette logique de disjoncteur? Mais c'est une excellente analogie. L'image du disjoncteur, elle illustre parfaitement cette dynamique de la substitution qui est vraiment au cœur du concept sacrificiel analysé dans l'émission. Ah super, donc j'avais bien saisi le truc. Oui. Le disjoncteur prend sur lui une charge mortelle qui ne lui appartient pas à la base, pour préserver l'intégrité de tout le système. Mais la théologie derrière la déclaration de Jean-Baptiste, elle marche exactement sur le même principe. L'humanité, elle accumule une sorte de surcharge, de fautes, de manquements, d'injustices. C'est ce que le texte biblique appelle le péché. Et cette surcharge, elle crée un court-circuit avec le divin. C'est ça. Ça génère une dette, une séparation nette. L'agneau sacrificiel, le Christ dans ce contexte, agit précisément comme ce disjoncteur métaphorique. En absorbant cette dette cosmique, si on peut dire, le fardeau de la réparation est transféré des épaules de l'individu vers ce substitut. Et la conséquence de ça, j'imagine, c'est qu'on n'a plus besoin de payer la facture nous-mêmes. C'est la conséquence majeure, oui. C'est la levée totale de l'obligation de s'auto-réparer. Eh bien, c'est là que cette vieille théorie antique, elle vient percuter violemment notre psychologie moderne. Parce que si on prend ce concept de transfert au sérieux, les enjeux émotionnels de notre quotidien sont totalement, mais alors totalement bouleversés. À un point qu'on a du mal à imaginer. Ben oui, parce qu'on passe d'un système où je dois constamment prouver ma valeur, où je dois rembourser la moindre de mes erreurs, réparer moi-même toutes mes failles, à un système où l'on me dit, tranquillement, c'est bon, la surtension a déjà été absorbée. Et la discussion dans les sources met un accent hyper fort là-dessus. Myriam, dans l'émission, elle souligne que comprendre l'implication de ce disjoncteur, c'est réaliser l'effondrement pur et simple de la nécessité d'être parfait. La fin du perfectionnisme toxique, en gros. C'est la fin de cet effort épuisant et désespéré pour se justifier soi-même. Toute cette architecture mentale complexe qu'on construit pour se convaincre soi-même et convaincre les autres qu'on est assez bon, assez intelligent, assez vertueux pour mériter d'être aimé. Tout ça s'effondre
Toute cette pression écrasante peut, selon les termes de l'émission, littéralement tomber par terre. L'identité, c'est plus une quête anxieuse où tu accumules des bons points, ça devient juste l'acceptation d'un pardon qui est déjà là. Le contraste avec notre réalité, il donne le vertige. Franchement, on vit dans une ère qui est totalement dominée par l'optimisation de soi. C'est partout, tu ouvres ton téléphone, c'est que ça. Les routines miracles à 5 heures du matin. Ouais, il faut optimiser son sommeil avec des capteurs, optimiser sa carrière, son corps à la salle de sport, sa santé mentale et même ses relations amoureuses avec des tutos sur Internet. C'est un travail à plein temps. On est tous sur un tapis roulant infini d'auto-amélioration. Et avec cette espèce de terreur silencieuse qui nous ronge tous les jours, si je m'arrête de courir, je perds ma valeur. Si je suis pas parfait, on va découvrir la supercherie et je vais te rejeter. Le fameux masque qui tombe. Voilà. Donc, tomber sur une philosophie ancienne qui te regarde droit dans les yeux pour te dire arrêtez de courir, vous n'avez pas besoin de vous sauver vous-même, déposez les armes de la perfection, c'est d'une rareté inouïe. Et l'application pratique de cette lecture, elle se traduit par des questions d'introspection hyper aiguës que l'émission Trajectoire nous invite à nous poser. Genre quoi, comme question? Par exemple, face à nos décisions de tous les jours, face à nos ambitions pro ou nos relations, c'est quoi notre moteur réel? Est-ce qu'on est en train de bâtir fébrilement un petit monument à notre propre gloire, juste parce qu'on a peur du vide? Est-ce qu'on cherche à avoir son nom en haut de l'affiche à tout prix? C'est ça. Est-ce qu'on cherche systématiquement à ramener la lumière sur soi dans chaque réunion, dans chaque conversation? Ou bien est-ce qu'on est capable, comme Jean-Baptiste, d'adopter cette posture différente, pointer vers autre chose, vers un sens beaucoup plus vaste que notre petit ego? Ce discernement intime-là, il modifie complètement la qualité de notre présence au monde, en fait. Absolument. Savoir si on est une fin en soi, le fameux centre, ou si on est le passage vers quelque chose de plus grand, le pont, ça redéfinit totalement la notion même de succès. En rassemblant un peu toutes les pièces de ce puzzle, je trouve ça impressionnant de voir comment un simple interrogatoire dans le désert, il y a plus de 2 millénaires, répond directement à l'anxiété de nos réseaux sociaux d'aujourd'hui. C'est étonnamment moderne. Ouais, c'est fascinant. On a exploré cette force insoupçonnée qui a à savoir précisément ce que l'on n'est pas. Cette humilité radicale qui fait office de bouclier contre l'illusion de l'ego. Ensuite, on a vu que choisir d'être un pont plutôt qu'un centre, c'est pas du tout une défaite. Non, bien au contraire. C'est le refus super salutaire de porter le poids d'être le héros incontesté de l'univers H24. Et enfin, grâce à cette image géniale du disjoncteur cosmique qu'est l'agneau de Dieu, on comprend le soulagement immense qui accompagne cet abandon de la perfection. C'est vraiment le passage d'une identité de performance perpétuelle à une identité de réception. Tout à fait. Et d'ailleurs, l'analyse de ces sources spirituelles, elle ouvre une réflexion finale qui peut très largement déborder de ce seul cadre religieux. Ah oui, on peut l'appliquer ailleurs. Complètement. Si cette mentalité de pont apporte une telle respiration psychologique en désamorçant l'obsession de la perfection, il y a vraiment de quoi s'interroger sur son application dans le monde laïque, dans le monde de tous les jours. Ok, comment on ferait ça concrètement? Que se passerait-il si on abordait la création artistique ou le leadership en entreprise, ou même tout bêtement l'éducation de nos enfants, non pas comme des extensions de notre propre ego qu'il faudrait faire briller à tout prix, Ouais, la réussite de l'enfant qui prouve que je suis un bon parent. exactement ce piège-là, mais plutôt comme des espaces purs de transmission. Il se pourrait bien que le véritable héritage d'un individu, ce qui reste réellement quand le rideau tombe et que tout s'arrête, ce soit pas du tout le mausolée qu'il a tenté de construire autour de son propre nom. Ce serait quoi alors? Ce serait la qualité, la clarté et la générosité de ce qu'il aura simplement laissé passer à travers lui. Le pont, quoi. Laisser la place, devenir un vecteur, et accepter une bonne fois pour toutes que la maison ne brûlera pas si on lâche un peu le contrôle. C'est une perspective qui donne le vertige sur la redéfinition de notre propre valeur. Une belle conclusion, je trouve. Voilà qui clôture notre exploration en profondeur de ces sources d'aujourd'hui. Une vraie réflexion à laisser décanter sur ce qui compte vraiment au final, quand on arrête d'essayer d'être le centre de tout.